Bonjour Alexis, vous étiez au départ de la Flèche Wallonne ce mercredi, une course qui a été rendue très difficile par les conditions météo notamment. On aimerait premièrement savoir comment ça va. Bonjour à tous. Ça va mieux que hier. On s'est réchauffé, mais effectivement, on a eu une édition épique de la Flèche Wallonne avec l'arrivée de la grêle, de la neige et du froid. Après, on s'attendait à une course très dure. On avait vu les radars météo, on savait qu'il allait pleuvoir. On pensait qu'il allait faire la pluie est entre 3 et 4 degrés, ce qui rendrait de toute manière la course très éprouvante avec l'humidité. Mais de là à voir la neige arriver, ça a été encore un peu au-delà des prévisions. Mais bon, en soi, déjà, quand l'eau elle est à 2 ou 3 degrés, c'est déjà très compliqué. Effectivement, j'ai retrouvé une bonne dynamique, sportivement, psychologiquement aussi, ça m'a fait du bien de retrouver des bonnes sensations depuis le Tour du Pays Basque. Je suis peut-être pas encore au meilleur niveau de ma forme non plus, faut pas se leurrer, mais la dynamique est bonne, l'envie est là, donc voilà, on aborde cette flèche wallonne avec beaucoup d'ambition aujourd'hui. Ouais. Comment on fait justement pour récupérer d'une telle course était difficile, on a vu énormément d'abandons, tout le monde qui était cuit à l'arrivée. Euh, quel est le secret de la récupération? Je sais pas si je connais le secret de la récupération d'une telle course, mais bon, pour ma part, c'est vrai qu'on se réchauffe comme on peut, dans la douche d'eau chaude d'abord, en mettant en se couvrant bien et aujourd'hui, on a été roulé parce que, demain, de nouveau, ils annoncent un temps un peu, enfin, vraiment pas terrible, donc on voulait pas rouler de nouveau sous la pluie demain, donc on a fait les reconnaissances aujourd'hui de Liège-Bastogne-Liège. Mmh. Bon justement, Liège-Bastogne-Liège, ça arrive, déjà dimanche, 4 jours après du coup, la Flèche Wallonne qui a été déjà très difficile pour tous les coureurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre, de ce qui va être, votre, dernière participation, à Liège? Alors par contre, on va pas se mentir, hein, on annonce déjà des conditions météo, particulièrement compliquées, notamment à Bastogne, hein. La neige est prévue, de samedi à dimanche. Pour l'instant, la pluie est aussi annoncée avec, quelques degrés seulement. On va jamais dépasser les 5 ou 6 degrés avec l'eau, l'humidité. Ça risque d'être une édition encore particulièrement compliquée. Donc ouais, déjà survivre sur ce type d'épreuve, ça va être un peu une course d'élimination et le but, c'est pas de se faire éliminer et d'aller le plus loin possible. Ouais. Justement, Liège, c'est une course, quand on regarde votre profil qui vous correspond plutôt bien, pardon. Mais, je crois que votre meilleur résultat, c'est une 21e place, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui explique justement que vous n'avez pas réussi à aller chercher, ce petit step au-dessus? Je sais pas si, cette course me convient particulièrement bien. L'air de rien, c'est une course d'élimination, mais ça frotte énormément, donc le placement, il y a une grosse bataille pour être bien placé. Et dès qu'on est mal placé, à l'entame d'un mont, ben, forcément derrière on perd énormément d'énergie et sur 250 kilomètres, frotter pendant 6 heures, 7 heures, c'est jamais évident, d'autant plus que c'est quand même montagneux, c'est usant. Il y a eu des éditions où j'ai participé, il y a eu la pluie, neige, il y a eu, le vent aussi qui rentre souvent en jeu. Enfin, c'est quand même, Liège, avec le beau temps, pas de vent, c'est déjà pas facile, mais dès qu'il y a les conditions météo qui s'en mêlent, c'est encore moins compliqué, encore plus compliqué et j'estime n'avoir jamais été un très bon coureur, dans des conditions météo, mauvaises. C'est mon organisme fonctionne mieux dès que les températures sont un peu plus élevées, autant je ne souffre pas de la chaleur, autant je souffre vite du froid. Forcément, un très bon bilan pour ma part, avec 4 victoires cette année et une sur le Tour de France. Ouais, c'est énorme, vraiment. J'en ai les larmes aux yeux. Un maillot jaune, c'est fabuleux. Après 2 années vraiment de galère, des chutes qui ont été vraiment dures, vraiment des moments de doute. Je ne savais pas si j'allais continuer ma carrière. Ouais, je sens que depuis le début du tour, j'ai une bonne forme. Depuis le Dauphiné, j'estime que ma forme est ascendante. Donc voilà, après, il reste à le prouver sur le terrain parce que c'est pas dans les déclarations qu'il faut le dire, mais On va évidemment aussi revenir sur, l'annonce, que vous avez faite il y a quelques jours de cela, de la fin de votre carrière à l'issue de la saison 2024. Premièrement, qu'est-ce qui vous a amené à cette décision? c'était une décision qui était déjà mûrie depuis pas mal de mois. Déjà l'année passée, c'était acté, de mon côté. Après, pour ma part, voilà, je tenais à partager, cette information avant le Tour du Jura en tant que Jurassien. La dernière course, dans mon pays, dans mon pays, dans ma région d'origine, c'était important pour moi que la course et que la saison passe et
et finalement qu'on soit passé à côté de ça, de cette annonce-là, en se disant, bah, finalement, tout est passé, c'est fini. Je voulais vraiment partager ça et savourer d'autant plus ces derniers moments, on va dire, de coureurs professionnels dans mon département, parce que les origines, c'est ce qui nous enfin, c'est ce qui nous permet voilà, de nous créer en tant que coureur. C'est les personnes aussi dans l'entourage qui nous accompagnent depuis tout jeune. Enfin, c'est énormément de contacts humains. Enfin, tout ça n'aurait pas été possible sans eux. Donc forcément, ça me tenait à cœur de partager ce moment-là. Mmh. Donc qu'est-ce que vous retenez de ces 12 années chez les professionnels? On rappelle, vous avez commencé chez Sojasun, puis AG2R La Mondiale et maintenant depuis 4 années chez Total Energy. C'est qu'est-ce que en général, qu'est-ce qu'on retient de ces années-là? Bah, déjà, je dirais que pour moi, ma carrière a commencé en tant que vététiste. J'ai été 4 ans professionnel chez La Pierre International à l'époque. Donc, voilà, une vraie famille aussi, de vrais bons moments, de vrais bons souvenirs. La route a toujours été quelque chose qui m'a plu, qui m'a intéressé. Plus jeune, on avait du staff en équipe de France VTT bah, qui nous contait un peu contait les histoires de Thomas Voeckler au sein de Europcar. Donc, c'était toujours quelque chose qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours fait rêver. On était avec mon papa plus jeune sur Tour de France à l'Alpe d'Huez pour voir la Virenque-Mania à l'époque aussi. Donc ouais, déjà pouvoir participer à tout ça, quand je suis venu sur route, j'avais l'envie de découvrir le Tour de France. Et dès ma première année, j'ai eu cette chance-là. Et plus tard, j'ai même pu voilà, remporter une étape. Et voilà, ça a été finalement peut-être au-delà de mes espérances, en tout cas que quand je suis arrivé sur route. Donc quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas aussi. On va pas se mentir, c'est beaucoup de moments compliqués, de galères pour très peu de moments de réussite. Et le public ben, voit généralement que le bon côté des choses, mais pour nous, c'est souvent plus de galères que de bonheur. Mais ces moments de bonheur valent amplement, on va dire, tous ces moments de galère. Et dans ces cas-là, forcément, enfin, c'est important d'être bien entouré. J'ai la chance voilà, d'avoir une femme qui a toujours été là pour me ramasser la petite cuillère après chaque chute, après chaque maladie. Mon entraîneur Yvan Glolus aussi, qui a toujours été là auprès de moi. Que ce soit aussi Jean-Baptiste Quiclet qui m'a permis de passer sur route, hein, parce que sinon, sans lui, je pense que la transition entre VTT et la route n'aurait pas pu se faire chez Sojasan. Donc voilà, bon, on peut en citer que trois. L'heure n'est pas au remerciement, comme je l'ai dit, parce que la saison elle est encore longue, mais c'est toujours bon de rappeler et de mettre en avant toutes ces personnes, entre guillemets, de l'ombre qui œuvrent énormément pour le cyclisme et qui ont œuvré énormément pour moi. Donc c'est toujours important pour moi de les remercier également. Mmh. Bon, évidemment, on a effleuré le sujet, mais quand on prononce vos noms auprès du grand public, c'est forcément cette victoire, au sommet du Mur de Bretagne sur le Tour de France 2015 qui ressort. Heu, Est-ce que c'est votre plus beau succès en carrière? Oui, bah, forcément, sans aucune mesure, le Tour de France est au-dessus de pas mal de choses hein, dans le vélo, donc c'est très important. Après, pour moi, enfin, la victoire au Dauphiné en 2022, après une longue période un peu de disette et de doute, signer un peu mon retour au haut niveau. J'avais fait un excellent début de saison, toujours dans les places d'honneur, mais jamais gagnant. Donc, retrouver la victoire sur une course World Tour, pour moi, ça a été pour moi un grand moment, d'autant plus que j'ai eu la chance de porter le maillot jaune sur le Dauphiné. Alors, c'est sûr que c'est pas le maillot jaune du Tour de France, mais malgré tout, C'est déjà ça reste ça. un honneur de le porter. Et voilà, après, il y a énormément de belles histoires, que ce soit sur les grands tours aussi, à titre collectif, que ce soit avec G2R, à titre personnel aussi. C'est vrai que on vit une aventure humaine, mais sportivement parlant, même si ça ne parle pas forcément pour le public, être parmi les meilleurs auprès de son leader dans le Money Time en montagne, bah, pour moi, qui a rêvé devant les grimpeurs de ma génération, quand j'étais petit à la télé, c'était toujours quelque chose qui m'a fait rêver. Donc de pouvoir être là, même si au final, le but, peut-être que je me retrouve, on va dire, bah oui, effectivement, il était équipier, il a fait très émo général, c'est anecdotique, c'est sûr. Mais pour moi, voilà, ça prouvait que j'ai été capable d'être au top niveau en montagne avec les grimpeurs pour accompagner à l'époque Romain Bardet, qui a été un grand leader durant ma carrière et qui a été voilà, un exemple en termes de professionnalisme, si je dois dire. Et il a toujours été en avance sur pas mal de choses. Il a toujours été
proactif dans sa carrière. Donc forcément, ça a été de belles rencontres aussi, dans le sens où il y a eu des grands talents autour de moi. Jean-Christophe Perrault également, hein, que ce soit en VTT, je l'ai connu en VTT, il a été deuxième au Tour de France. C'est pour citer que les deux peut-être les deux plus grands leaders emblématiques du moins, que j'ai pu côtoyer. Ouais. Bah, est-ce que justement, fait un petit retour sur la carrière, après 12 années, sur route, parce que bien sûr il y a eu le VTT avant, est-ce que vous partez avec plus, quelques regrets ou il y a quand même ce sentiment de «devoir accompli» entre guillemets? Non, non, j'ai eu vraiment au contraire plus d'opportunités que ce que je n'aurais espéré. Encore une fois, même les Jeux Olympiques, par exemple, d'avoir participé aux Jeux Olympiques en 2016, quand j'étais VTTiste, mon objectif c'était de participer aux Jeux Olympiques. J'ai été 2 fois remplaçant, à 2 Olympiades. Du coup, j'étais toujours, on va dire, dans le coup, mais jamais suffisamment pour pouvoir être sélectionné. Donc en passant sur route, c'était mon 2e rêve, c'était le Tour de France. Donc jamais j'aurais imaginé pouvoir participer au Tour de France et aux Jeux Olympiques. Et c'était des rencontres humaines aussi et des moments inoubliables et dont je serais, entre guillemets, fier ou de raconter ça à mon fils plus tard. Peut-être que je le saoulerai, entre guillemets, avec ça, mais du moins, voilà, ça serait des bons moments à partager, des petites anecdotes et c'est toujours sympa. Ouais, bon pour revenir un peu plus sur ce qui est récent et ce qui est le dernier chapitre un peu de votre carrière chez Total Energy, 4 années, au sein de l'équipe de Jean-René Bernodeau. Ce passage, expliquez-nous un peu déjà comment vous êtes arrivé, dans cette équipe et puis, vos 4 années, au sein de la Total Energy? Bah, alors c'est vrai que j'ai fait 1 an chez Sojasun et ensuite 7 ans chez H2R La Mondiale où j'ai passé de très belles années, ouais, de très belles rencontres, mais sportivement parlant, je pense que j'étais un peu entré dans une routine et j'arrivais un peu dans une impasse, on va dire, et je pense que ça a été un moment important pour moi de changer d'air pour pouvoir relancer un peu ma carrière. L'équipe, à l'époque, c'était Europcar, qui est devenue Total Energy actuellement. C'est toujours une équipe qui m'a donné envie, du moins de l'extérieur. C'est vrai, bah, déjà, parce que quand j'étais jeune, il y avait les années Pierre Roland, Thomas Vauclair. Il y a toujours eu aussi bah, un peu ce côté familial, un peu avec Jean-René, qui incarnait un peu justement cette équipe-là. Et ça a toujours été une équipe aussi qui était portée sur l'offensif. Et peut-être que chez G2R, bah, j'étais aussi rentré dans un rôle, on va dire, d'équipier, de dernier équipier aussi. Souvent, on me demandait de rester tout le temps en contact, d'être attentiste aussi pour pouvoir protéger au classement général. Et voilà, c'est comme, pour moi, le vélo, c'est un peu comme un jeu de cartes, quoi. C'est quand on joue tout le temps sur la défensive, ça peut vite être ennuyeux à la longue. Et à un moment donné, on a envie de prendre un peu plus de risques, de se porter un peu plus sur l'avant. Et je savais que j'allais avoir ce soutien-là, du moins chez Total Energy, pour pouvoir prendre plus de risques dans le money time, que ce soit même si c'est trop tôt, on va dire, attaquer trop tôt, ou peut-être qu'on dit c'est un coup d'épée dans l'eau, que c'est pas très utile. Moi, je pense qu'il n'y a pas de coup d'épée dans l'eau, et c'est à chaque fois au contraire des cartes qu'on avance pour le prochain match, entre guillemets, on s'arme de mieux en mieux à chaque offensive peut-être ratée. C'est ce qui va peut-être permettre de concrétiser à l'avenir un résultat ou une victoire. Ouais. Bah, quand on voit un peu quand même la situation notamment de l'équipe Total Energy cette année, qui a pas été invitée sur bon nombre de courses World Tour, puisqu'on le rappelle, elle fait partie de la 2e division. Est-ce que ça fait un peu peur pour la suite ou vous êtes quand même plutôt serein en ce qui concerne, l'équipe? Non, après, j'ai envie de dire que nous, en tant que coureurs, on est quand même concentré sur chaque course. Et c'est vrai que de toute manière, nous, les premiers, on sait que de toute manière, rien ne nous est dû. On doit aller chercher aussi ces invitations. On doit aller chercher les résultats justement pour pouvoir briller et pouvoir participer aux belles courses World Tour. C'est toujours malgré tout important, un honneur de participer. On va dire, rendre ce que à l'organisateur, l'invitation qui nous est faite. Donc on a toujours à cœur de bien faire. Après, c'est sûr que malheureusement, une saison cycliste, il y a des hauts et des bas, il y a des dynamiques qui sont des fois bonnes, des fois moins bonnes. On le voit d'ailleurs dans toutes les équipes, hein. Il y a des équipes qui font de très grosses saisons et d'après qui ont du mal à remettre en route. Et ça, malheureusement, c'est des dynamiques qui sont des fois un petit peu abstraites et difficiles à décrypter. Ni même les entraîneurs, avec toutes les datas et toute la science qu'ils peuvent avoir,
C'est pas toujours évident, c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est le côté aussi un peu aléatoire, un peu qui, voilà, même si on a beau travailler et âprement, qu'on a beau faire tout ce qu'il faut en termes de nutrition, d'hygiène de vie, et où même si on reproduit plus ou moins les schémas passés, on n'a pas la certitude d'avoir les mêmes résultats malheureusement. Donc c'est toujours une remise en question perpétuelle et ça, l'équipe oui, oui, est dans le même cheminement, dans le même bateau. Donc voilà, on sait que bah, des fois, il faut faire le dos rond et les résultats sont peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait par rapport à ce qu'on donne, mais tôt ou tard, on sait que la roue va tourner. Mmh. Je voulais aussi revenir sur un sujet avec vous qui est un peu un sujet, chaud et polémique du moment. Il y a quelques minutes de ça, on a encore eu une grosse chute sur le Tour des Alpes. Vous avez pas mal chuté au cours de votre carrière, notamment, on se rappelle de la chute sur le Tour de Suisse en 2021 qui vous avait, pas mal handicapé. Hem, pour vous, qu'est-ce qui explique justement ce nombre de chutes qui augmente, et quelles seraient peut-être les solutions à envisager pour le futur? Alors j'ai envie de différencier, il y a deux types de, il y a deux types de courses. C'est vrai que on a quand même des courses World Tour où il y a des grosses chutes, mais il n'y a pas de nervosité dans le peloton, où c'est relativement, normalement c'est plutôt sereine et on se sent plutôt en sécurité. Et dernièrement, pour avoir couru en Coupe de France, voilà, quitte à à ouvrir la polémique, je trouve que c'était clairement dangereux, quoi. On voit des moments, on voit des coureurs qui font des moments de course, assez dangereux, assez loin de l'arrivée, alors qu'il y a aucun stress, qu'il y a aucun besoin. Quitte à faire le vieux con, j'ai l'impression que la nouvelle génération a grandi avec YouTube, avec les images de Cavendish qui met des coups de casque et des coups de coude et qui pense que dès qu'ils arrivent dans le peloton, que c'est des coups de coude et des coups de casque du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée. Alors que non, il y a quand même, voilà, on est un peloton, on est aussi tous des humains, on est tous garants de l'intégrité physique de chacun. On doit faire la course, c'est sûr, mais de manière intelligente. Et à un moment donné, on doit aussi se départager, mais c'est le meilleur physiquement qui doit gagner. C'est pas, ça doit pas être une arène de gladiateurs de A à Z. Après, forcément, on va dire la technologie a évolué peut-être, les freinages, mais bon, j'ai envie de dire qu'à l'époque, quand on avait les roues carbone avec les patins, les freins, dès qu'ils pleuvaient, ils freinaient pas. Donc, on avait toujours 1 ou 2 secondes où on savait pas si le vélo allait s'arrêter. C'était aussi, c'était un peu, c'est pas aussi dangereux. Donc oui, il y a ça, mais pour moi, le principal vecteur, malgré tout, c'est la retransmission télé. Et il y a de plus en plus de courses qui sont transmises de A à Z. Toutes les courses du programme sont retransmises. Les directeurs sportifs ont tous accès, on va dire, à la vidéo en temps direct et on a tous les mêmes conseils dans l'oreillette de se placer tout le temps en permanence au cas où. Et à un moment donné, en première ligne ou dans les 20 premiers, il n'y a que 20 coureurs, hein, il y a pas 180 coureurs. Donc il y a un moment donné où il y a un blocage et puis il y a des coureurs parfois qui sont pas forcément, voilà, qui sont un peu moins bien physiquement, ce qui peut arriver, ou qui ont un bagage technique un peu moins bon. Et puis quand on les harcèle toute la journée, remonte te placer, ben, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on n'a pas la jambe pour se placer en force? On passe en prenant des risques et c'est comme ça aussi ben, que ça passe une fois, peut-être 2 fois, mais la troisième fois, c'est comme ça qu'il y a des grosses chutes aussi. Donc oui, c'est vrai que ça interroge de plus en plus aussi par rapport bah, même tout ce qui est data aussi qu'on peut avoir en embarqué, les puces GPS, on sait où sont placés les coureurs dans le peloton à chaque fois en permanence. Euh, les coureurs sont des fois peut-être manquent peut-être d'autonomie à ce niveau-là parce qu'un coureur doit par lui-même savoir quelles sont les zones à risque en termes de vent, là où il y a des risques de bordure, là où il y a des risques de rétrécissement, de cassure, de relance. Ça se perd un peu, c'est vrai que ça se perd un peu et bon, je suis pas pour le retrait de l'oreillette par exemple parce que l'oreillette, souvent, elle nous sauve bien la mise dès qu'on a des fois bah, des voitures qui rentrent sur le circuit ou des plaques enfin d'essence qui peuvent arriver ou des manifestations. Mais est-ce que comme dans la Formule 1, on voit, ils ont un canal unique avec toutes les informations qui sont données bah, pour toutes les équipes au même moment, ce serait pas une solution? Je pense que ce serait pas une solution intéressante. Ça permettrait justement bah, que malgré tout, que au moins le capitaine de route peut-être de l'équipe, peut-être pas tout le monde va embarquer l'oreillette à ce moment-là, mais que chaque équipe puisse avoir accès, on va dire, chaque coureur avoir accès à ce type d'informations. Il y a aussi besoin de l'oreillette, par exemple, pour aller chercher des bidons, parce que sinon,
la voiture, dès qu'il y a une crevaison, comment prévenir la bonne voiture, qu'il y a une crevaison? Les voitures, elles passeraient tout droit et et on resterait en pampa et ce serait compliqué de se retrouver hors course à cause d'une crevaison, ce qui serait pas, on va dire, sportivement, parlant, équitable. Le but d'avoir une belle course sportive en vélo, c'est pas de voir des éliminations sur chute ou sur crevaison ou sur problème mécanique. Je pense que le public attend autre chose que ça, attend justement de voir du sport à la pédale et voir les coureurs s'affronter à la pédale. Donc pour ça, je pense que l'oreillette, malgré tout, elle est importante. Mmh. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites parce que, justement, ces derniers temps, on a eu des grosses chutes, enfin, les chutes qui ont marqué le public, on va dire, sur les courses, World Tour, Pays basque, sur à travers la Flandre et là, vous me dites quand même que c'est sur les coupes de France où, pour vous, il y a le plus de danger. C'est un peu paradoxal. Clairement, moi après les 3 dernières coupes de France, les 3 ont été neutralisées, parce qu'il y avait plus Oui, c'est d'ambulance, vrai, hein, donc c'est vrai. il y a un moment donné et puis il y avait des chutes et l'échappée était déjà partie, on était à 180 bandes de l'arrivée et enfin, il y a encore eu des chutes, monumentales, dans des moments pour moi qui ne sont pas clés, où il y a pas lieu de se mettre en danger, il y a pas lieu de mettre en danger d'autres coureurs il y a aussi des gros mouvements dans le peloton qui sont déraisonnables et moi, clairement, j'ai eu peur dernièrement de couler. Ouais, Voilà. OK. Bon, ça marche. Bon, on a fait un peu le point sur ce sujet-là. Heu, un petit mot quand même sur l'après-carrière qui arrive assez vite maintenant pour vous. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire ou, heu, ou pas encore? Ou éclairez-nous là-dessus. Alors ouais, je voudrais déjà passer un diplôme d'État pour pouvoir encadrer, des personnes, que ce soit localement, à travers éventuellement de séjours, de découvertes, mais voilà, vraiment cette fois-ci dans un cadre d'échange, de partage, pour pouvoir raconter justement ces petites anecdotes, les backstage un peu que j'ai pu côtoyer durant le Tour de France, les Jeux olympiques et puis pouvoir rouler, faire découvrir les lieux touristiques un peu de ma région. J'aimerais peut-être également aussi éventuellement, si des équipes ont besoin, justement, d'encadrer des invités, que ce soit en vélo ou autre, c'est quelque chose qui m'intéresserait également parce que je suis dans l'échange toujours encore une fois et en tant que coureur, parfois tout va très vite, on n'a pas vraiment le temps de prendre le temps. Donc voilà, après bien sûr, je reste aussi, ouvert et alerte, on va dire, aux opportunités, qui pourraient se présenter à moi. C'est vrai que, pour l'instant, je suis fermé à pas grand-chose, la seule chose, c'est que je ne veux pas partir, 300 jours par an, en tant que coureur parce que si justement j'arrête ma carrière, c'est aussi pour profiter de mon petit bout, mais voilà, si c'est ponctuellement, sur des actions ponctuelles, c'est vrai que c'est des choses que pas mal de choses pourraient m'intéresser. Mmh. Bon, ouais, pour finir cette interview, un petit mot quand même sur cette fin de saison qui arrive. Il vous reste, allez, on va dire 6 mois dans le peloton professionnel. Qu'est-ce que vous attendez de ces 6 derniers mois? Alors ouais, en fin de saison, au mois d'avril, c'est sympa, Non, c'est mais la pour dernière saison, il reste 6 mois, la il reste dernière 6 mois. saison, d'accord, ça marche. Ouais, pardon. Non, mais après, c'est vrai que bah, pour le moment, moi, je suis plutôt un coureur maintenant. Enfin, plus les années passent, malheureusement, et puis peut-être que les stigmates de mes chutes passées et de mes problèmes de santé font que bah, j'ai de plus en plus de mal à évoluer dans le froid, l'humidité. Et quand on a retrouvé la chaleur, par exemple, au Pays Basque ou le week-end dernier ou autour du Jura, tout de suite, j'ai retrouvé des meilleures sensations. Donc voilà, les beaux temps, le beau temps, les beaux jours arrivent et j'ai pas envie de cibler une course, ou une autre, je veux vraiment prendre chaque course comme une opportunité et je veux vraiment, encore une fois, pouvoir me faire plaisir sur le vélo en courant à l'avant et en courant à l'avant, en essayant de disputer justement les premières places, les premiers rôles. Je me suis toujours épanoui, comme ça et c'est hors de question pour moi de dérouler et de finir tranquillement mon année, ça serait trop long, pour moi et voilà le plaisir que j'ai d'aller m'entraîner, j'adore faire du vélo, mais malgré tout, c'est la compétition et en compétition, on va pas se mentir, c'est plaisant quand on peut mettre sa cacahuète, hein, quand on peut quand on peut être acteur, hein, sinon c'est pas voilà, c'est pas intéressant je sais que ces moments vont être courts et rares maintenant, donc il va falloir, en profiter, bah, jusqu'à la fin d'année. Ouais, bon, beh, très bien et merci d'avoir, accordé cette interview à Cyclisme Actu. On vous souhaite, bonne chance bah, pour la suite, pour que ça soit la fin de la saison ou ce qui arrive après et merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup.